Pourquoi en fait une équipe qui fonctionnait parfaitement avec 10 personnes, qu'elle devient dysfonctionnelle quand on est 20? Prenez 30 minutes, 1 heure par semaine pour parler entre associés, non pas du business, mais de la relation. Je me souviens, la première fois que je t'ai rencontré, tu me disais, pour résumer, je suis thérapeute de couple pour associés. Ça m'avait marqué. Là, je suis limité, et si je reste là et que je force, c'est la boîte que je vais limiter, et donc les gens en dessous qui sont sous ma responsabilité. Mathieu est coach de dirigeants et il accompagne des boîtes qui doublent d'effectifs en 1 à 2 ans. Et pour les accompagner, il va résoudre les tensions entre associés et salariés, il va structurer les équipes et aussi gérer tout le recrutement. Et il accompagne des entreprises comme AB Tasty, Camping Car Park, et il travaille en étroite collaboration avec des VC comme Newfound, Kima Ventures et Arca. Dans cet épisode, on va aborder les sujets suivants. En premier, comment désamorcer les conflits entre associés, comprendre les différents traits de caractère des meilleurs CEO. Et pour terminer, on va voir comment faire évoluer l'organisation avec la croissance. Bonne écoute. Salut Mathieu, bienvenue dans le podcast Sous le capot. Merci Nicolas, ravi d'être sous le capot avec toi. Merci. Merci d'avoir accepté l'invitation. En faisant ta connaissance, on a assez rapidement parlé du rôle de l'IA. Et je trouve ça super intéressant d'en parler avec toi parce que voilà, tu es coach et de voir aussi comment tu l'utilises dans le quotidien. Je trouvais ça super intéressant. Est-ce que tu peux nous partager comment tu utilises l'IA au quotidien et comment tu l'utilises aussi avec tes clients que tu accompagnes? Ouais, c'est l'IA, effectivement, on en parle tout le temps, c'est là tous les jours. C'est vrai que c'est tous les 6 mois, l'usage change. Ouais, C'est assez fou. Je pense que c'est pareil pour toi quand tu structures les boîtes. Tu fais un truc il y a 6 mois, ça se faisait pas, personne ne le faisait, maintenant tout le monde le fait, il y a un nouvel usage. Ouais. Moi, dans mon contexte, ça fait 7 ans que j'accompagne des boîtes sur des sujets de coaching ou structuration au niveau humain. Et donc ça m'a amené à chaque fois à réaliser un audit par boîte. Ouais. Donc j'ai peut-être eu plus d'une cinquantaine ou centaine d'audits, je n'ai pas compté, que j'ai anonymisé, que j'ai mis dans un GPT d'OpenAI, ChatGPT, pour que, en fait, à la base, ils puissent rédiger avec moi les rapports. Et puis aussi me dire, je vois des angles morts à tel endroit, il y a telle chose qui n'a pas été vue, etc. Petit à petit, j'ai eu des clients qui m'ont dit, voilà, j'ai Mathieu, on a fait la mission ensemble, mais j'ai encore plein de questions sur comment manager tel profil de mon équipe, telle personnalité. Et donc, je leur ai dit, écoute, moi j'ai un outil que j'utilise pour moi en interne, je peux te le décliner pour toi dans ta boîte et les profils de personnalité de ton équipe. Si ça peut t'aider, je te le fais pas payer, teste-le. Ouais. Et en fait, de fil en aiguille, j'ai eu plusieurs clients qui m'ont demandé. Et puis quand je leur ai dit, j'arrête de le mettre en bêta, ça marche. Et ils m'ont dit, comment on peut le garder, combien ça coûte, et voilà. Donc pour moi, il y a 2 usages. C'est un usage qui est soit dans les sessions de coaching. Entre chaque session, je bosse 2 fois par mois avec les dirigeants. Donc on a 2 sessions d'1 heure par mois. Entre les sessions, ils ont des exercices. Donc ça peut être creuser des trucs liés à l'enfance, ça peut être se poser des questions pour se remettre en question, mieux comprendre son associé, mieux comprendre la personnalité de quelqu'un dans son équipe. Donc l'agent, à chaque fois, je le nourris entre les sessions de nos calls, des profils de personnalité qu'on a fait passer. Et je leur dis, voilà, déclenche l'agent avec telle question et il va te guider dans la préparation de l'exercice. Deuxième usage, c'est plus pour une suite de missions. Quand la mission est terminée, je ne fais plus du tout depuis 3 mois, ça va vite, depuis 3 mois de livrables. En fait, je leur donne plus rien, si ce n'est un agent IA, et dans lequel je leur dis, voilà, c'est un GPT qui rentre dans leur chat GPT et sur lequel ils ont tout le rapport d'audit, ils ont toutes les personnalités des équipes, toutes les méthodes qu'on a mis en place ensemble, et ils ont la méthode dedans. Donc ça leur permet, au lieu de se dire, tiens, il faut que je récupère l'audit, page 44 de Mathieu, qui nous avait dit que peut-être que ça, c'est en fait tout simplement beaucoup plus opérationnel. J'ai tel problème, comment je fais? Et l'agent va récupérer la méthode qui est dedans. Et il me semble aussi que tu disais, du coup, tu peux aussi l'utiliser vu que tu fais tous les profils de personnalité. Par exemple, je sais pas, j'ai telle personne dans mon équipe, je dois lui annoncer cette nouvelle, etc. Comment est-ce que je lui annonce en fonction de son type de personnalité, c'est ça? Ça, c'est l'usage principal des dirigeants ou des managers aussi. C'est d'aborder des conversations difficiles plus facilement. Et en plus, l'agent IA me surprend moi-même, où des fois, il est capable de scripter des conversations en disant dis-lui ça, et il va répondre probablement ça ou ça. S'il répond ça. Il fait tout un arbre de décision. Et visuel en plus, donc c'est assez impressionnant. Donc c'est comment on adapte la personnalité à la discussion avec l'autre. Il faut savoir que les problèmes dans une boîte qui a grandi très vite, c'est 90% de la communication, le problème. Mais hyper intéressant,
Ça crée tout de suite le pont sur la problématique, enfin le sujet qu'on va aborder, c'est la croissance. Ouais. Toi, tu interviens souvent justement sur ces sujets-là avec des entreprises justement qui sont en forte croissance. Mm. Euh, et du coup, j'aimerais tout de suite te poser une question. Pourquoi en fait une équipe qui fonctionnait parfaitement avec 10 personnes, en fait, elle devient dysfonctionnelle quand on est 20? Ouais, c'est souvent le moment où j'arrive, effectivement. En fait, déjà, il y a une question numéraire purement. Ouais. C'est-à-dire que souvent, les dirigeants, ils ont monté leur boîte. Souvent, c'est leur première boîte pour ceux que j'accompagne. Et donc, ils prenaient des décisions collégiales. Ouais. Disant, on se met autour d'une table à 10, on prend une pizza un soir, on discute et on prend une décision. Mais en fait, très rapidement, quand on est 20, c'est plus possible parce qu'on a des dépendances entre les gens. Ouais. Par exemple, le marketing, il n'y a plus une personne qui fait le marketing. Il y en a 2, 3, 4. Ouais. Mais donc, qui coordonne les 4 ? Mm. Donc, ça veut dire qui est manager. Ouais. On doit prendre une décision. On ne peut pas être 20 à chaque fois dans la pièce. Il faudrait couper toute la boîte pendant une matinée Ouais. ou une heure. C'est pas possible. Surtout quand on a des boîtes opérationnelles. J'accompagne des boîtes comme Camping Car Park, qui est maintenant beaucoup plus que 20 personnes. Ils Ouais. sont 130. Mais tu vois, c'est le service client. Il est dispo, je ne sais plus les horaires, mais de De 6h à 23h 23h, ouais. toute l'année. Donc, on ne peut pas couper des équipes. Donc, il y a des dépendances. Qui dit dépendance dit qu'il y a forcément une hiérarchie. Qui dit Ouais. hiérarchie dit enjeu de pouvoir un petit peu, de promotion, comment on va annoncer ça aux gens. Ouais. Donc déjà purement numérique. Et puis après, tout simplement parce qu'on est obligé de structurer pour pouvoir fluidifier en fait. Et c'est ça qui est un peu étonnant dans la tête des dirigeants la première fois, c'est structurer, ça va me prendre du temps. Ce temps-là, je vais pas le passer sur la boîte, donc je vais perdre du temps, donc je vais ralentir, ma croissance va réduire. Alors qu'en fait, la réalité, c'est le flou qui les fait ralentir, parce qu'ils peuvent pas prendre de la hauteur, avoir justement un peu de stratégie, Ouais, c'est ça. déléguer. Ouais. Bah, c'est marrant, c'est parce que c'est aussi ce que j'observe avec les clients avec lesquels je travaille, justement sur toutes ces questions de structuration. Où en fait, on se dit, bah en fait, là, je suis dans le jus. Bah du coup, non, j'ai même pas le temps de travailler avec toi, etc. Donc non, on va continuer comme ça. Alors que justement, en fait, si ta boîte, elle évolue et que tu es constamment, bah, justement, dans l'organisationnel, dans l'opérationnel, Ouais. et bah du coup, tu n'as pas le temps de te poser sur ton organisation, de comment est-ce que tu vas organiser tes équipes, comment est-ce que justement ça va te déléguer, etc. quoi. Et puis en fait aussi, ce qui est pas mal, c'est que quelqu'un comme toi va aussi filtrer toutes les options qui existent, Ouais. d'outils, de Oui, systèmes. c'est ça. Parce qu'en fait, j'ai l'impression qu'il y a tellement de moyens d'atteindre le même objectif d'automatisation, d'accélération. Ouais. En fait, tu passes du temps à chercher toi-même et c'est pas possible. Ouais. Donc oui, ça prend du temps, mais je pense que bien accompagné, t'en gagnes tiens, sur le process sur le déjà. Ouais. Et le process en lui-même va te faire gagner du temps. Ouais, de toute exactement. façon. Très intéressant. Du coup, toi, comment est-ce que, justement, on prend notre exemple, tu passes de 10 salariés, je sais pas, à 20 ou 50, peu importe. Toi, comment est-ce que tu construis, par exemple, un organigramme? Ouais. Alors l'organigramme spécifiquement, le piège, c'est de reprendre l'organigramme existant et de se poser des questions. Ça, c'est Ouais. le piège En absolu. disant, en fait, on passe de 20 à 50, donc en fait, on doit rajouter 30 C'est ça. personnes en plus, donc on va rajouter. Voilà. Ok. Exactement, parce qu'en fait, quand tu fais ça, tu introduis un biais énorme qui est où est-ce que je place François, Mohamed, Jean-Eudes, et en fait, tu te perds. Donc, ce qu'il faut faire, c'est prendre une feuille blanche et se dire, OK, le business a besoin de quoi ? Parce qu'en fait, dans la boîte, les gens sont là que pour servir, entre guillemets, le business. Ouais. Le but d'une boîte, c'est pas de recruter des gens. Oui. Le but d'une boîte, c'est pas de structurer des équipes non plus. Oui, il n'y a pas une dimension sociétale. Enfin, je sais pas Non. comment dire. Enfin, Alors, oui, on peut oui, avoir enfin, une dimension sociétale, mais en fait, faire du sociétal sans argent, c'est toujours très voilà. compliqué. Donc il y a quand même cette notion-là. Et après, évidemment, du sociétal, on va en mettre parce qu'on va avoir des gens à placer, à accompagner, et puis à faire grandir. Ouais. C'est ça la beauté aussi de Ouais, l'entrepreneuriat. Donc c'est partir d'une feuille blanche, et de cette feuille blanche, c'est-à-dire de quoi j'ai besoin pour mon business. Donc par exemple, on a 20% de clients en plus. Donc ça veut dire qu'au taux moyen aujourd'hui d'incidents techniques, on va avoir 15 appels de plus par semaine ou par jour. Donc ça veut dire qu'il nous faut 2 agents en plus. Ok, 2 agents pour répondre en plus au service client. Tu notes, tu commences à faire et tu pars du bas. Et en fait, en remontant, tu te dis, OK, mais alors là, j'ai 15 agents sous une personne. C'est quand même, ça commence à être beaucoup. Ouais, okay. Est-ce que je fais pas une strat en plus ? Okay. Donc là, il y a toutes ces questions qui commencent à se créer. Et une fois qu'on a mis les cases, mais qu'il n'y a pas les gens dans les cases, justement, on peut se dire, OK, qui on voit où ? Et là, une fois qu'on a ça, c'est le challenge, c'est de dire, en fait, quelle est la bonne décision ? Okay. Est-ce qu'on recrute à l'interne ? Donc ça, on va faire une promotion. Est-ce qu'on recrute à l'externe ? Et du coup, on fait un recrutement. Est-ce qu'on va tester les deux ? Comment on fait pour savoir que ceux dans l'équipe qui sont là ont vraiment envie d'être manager, ils l'ont jamais été ? Oui, comment savoir qui ça va leur plaire ? Et donc c'est là que moi j'ai introduit toutes les notions de personnalité, de justement rapidement comprendre où est-ce que les gens peuvent s'épanouir et non pas où est-ce que les gens sont compétents. Moi mon travail c'est pas de définir vous êtes compétent à ça, ici vous allez là, c'est plutôt de dire là il y a un potentiel, il y a de quoi former, cette personne-là elle peut s'épanouir là-dessus.
Et si c'est pas le cas, on lui propose autre chose. Ouais, ouais, ok. Mais ça, justement, j'aimerais bien rebondir là-dessus parce que c'est un gros sujet quand même où souvent on a tendance, je sais pas, on est habillé dans le sens où on se dit, bah, cette personne, elle est bien, elle travaille super bien dans son Mm. travail, donc on va la faire monter en compétence, on va la mettre manager. Ouais. Et souvent, on se rend compte que bah, finalement, la personne, elle n'est pas faite pour ça, Oui. ou même elle s'épanouit pas là-dedans. Ouais. Du coup, toi, comment est-ce que tu identifies, Alors, pour moi, la règle d'or, c'est quand il y a de l'appétence, on peut Mm. trouver de la compétence. Ok. Donc, c'est-à-dire que si la personne déjà a l'appétence de manager et qu'on l'a bien validé, Ouais. mais ça, c'est déjà une question à part entière, on pourra trouver des moyens de la former. Par contre, si la personne n'a pas vraiment ou un peu mou, on ne sait pas d'appétence pour le sujet, ça va être encore plus Oui, compliqué ok. de former. Je pense que les enseignants sont très bons pour voir ça. Quand les gens ne sont pas motivés, c'est très difficile de les former. Ouais. Versus quand ils le sont, c'est génial. Donc déjà, il y a ça. Donc d'abord, c'est valider l'appétence. Et comment tu valides l'appétence? Eh ben, en Ouais. fait, l'appétence, déjà, il y a un premier point, c'est mieux se connaître. Ouais. Donc là-dessus, il y a la personnalité. Moi, je prends parfois des points avec des potentiels futurs managers pour justement leur poser des questions. Qu'est-ce qu'ils aiment faire? Est-ce qu'ils ont des souvenirs d'enfance qui leur ont plu? Ah bah oui, j'étais scout, j'ai adoré gérer une équipe. Voilà. Tout en sachant que tout ça est forcément un peu biaisé, Oui, mais ouais, c'est le ouais. jeu. Après, il y a la personnalité. Est-ce que nous, on cherche un manager qui est structuré Mm. et donc qui va mettre des process, des règles? C'est un style de personnalité Ouais. qui va s'épanouir là-dedans. Ou est-ce que c'est plutôt un manager style coach qui est beaucoup plus, qui est volant, qui va passer dans les équipes, qui va prendre du temps avec chacun, etc. Mais qui est beaucoup moins dans la structure. Ouais, qui est peut-être un peu plus visionnaire aussi, peut-être. Oui, ou- potentiellement, ouais, ouais, exactement. Est-ce que c'est pas lui qui va motiver les équipes produits à imaginer des choses? Ouais, ok. Donc ça, il y a deux grands styles, si on résume, de management, qui correspondent à deux business différents ou deux stades de business différents. Ouais, ok. Donc c'est toujours ce lien avec le business, c'est Ouais. pas « Ah ouais, mais moi j'aimerais bien un visionnaire ». Moi j'ai des dirigeants qui me disent ça, voilà, on veut recruter un nouveau DG, j'aimerais bien un DG visionnaire. Je dis « Ouais, bah, est-ce que c'est ça qui va faire la différence sur le business ?» Oui. Non. Oui, parce que si ton entreprise, je sais pas, c'est une entreprise qui fabrique des boulons, en soi, t'as pas besoin d'être visionnaire, quoi. Oui, c'est ça. Enfin, Tu peux avoir de la vision. Est-ce qu'elle doit venir du DG? C'est Ouais. une question. Ouais. Peut-être, peut-être pas. Est-ce qu'il doit juste être ouvert à Mm. ça? C'est une autre question. Donc, il y a après ce style, effectivement, de management qu'on cherche. Mm. Et donc, ça permet aussi de croiser la personnalité. En disant, bon, bah, c'est plutôt aller à 40% ce qu'on cherche ou plutôt à 80%. et tu rentres aussi là-dedans des questionnaires de personnalité, par exemple? Donc, oui, le mien que j'ai monté Ouais. avec mon père qui est psychothérapeute. Donc, effectivement, on fait passer ces questionnaires-là à toute la boîte. Et il nous aide un peu à trianguler D'accord. entre ce que pense le manager ou le CEO, ce que pense la personne d'elle-même et ce que vient nous challenger le profil de personnalité. Ok. La vérité est toujours entre les trois, Ouais. mais c'est un outil de discussion. Ouais, ok. Et dernier point, c'est moi ce que j'appelle des vies ma vie. C'est si on a la possibilité en interne de faire passer une semaine avec un manager côte à côte. Donc ça veut dire que, par exemple, la personne qui va être potentiellement qu'on aimerait promouvoir en Ouais. tant que manager, pendant une semaine, on la met avec C'est le ça. manager et à la fin, on débrief. Exactement, ouais, c'est ça. Ok. Si c'est pas possible parce qu'on n'a pas encore de manager, ça peut être avec un manager dans une autre boîte. Alors, il va pas passer une semaine dans une autre Oui, boîte, oui, mais oui. prendre des 2-3 cafés, jours, discuter, enfin, ouais. voilà, qu'est-ce que tu referais différemment. Voilà. Et après, moi, la note que je rajoute là-dessus, si on veut vraiment être excellent, c'est de prévoir des parcours de promotion qui sont un, manager, Ouais. et deux, autre chose. Ouais, Et là, expert. Ou, expert, enfin, voilà. Justement, ça me fait penser à une discussion que j'avais justement avec un CEO d'une agence qui justement était dans ce challenge-là où justement il disait bah, là justement il va faire de la promotion justement aussi d'experts Ouais, pour qu'il soit un peu l'expert de l'entreprise. ok. Et du coup, bah, comme ça, parce que comme il a structuré son entreprise, les managers, ils avaient plus un rôle d'organisation, tu vois, plus planning, enfin gestion du planning, etc. Alors que bah, le rôle de l'expert sera plus sur la côté qualité. Ok. Tu vois, et du coup, ça permet de dissocier un Ouais. peu les deux. Et puis, enfin, je trouve ça hyper intéressant. C'est exactement ça en fait qu'il faut faire parce que alors on dit toujours c'est français mais non en fait c'est dans toutes les boîtes quasiment toute promotion égale manager. Ouais. Non, il faut des promotions qui soient autre chose et après dans tout ce qui est humain le diable est dans les détails donc moi j'avais un dirigeant une fois qui me dit ah mais c'est super Mathieu ce truc d'expert on le fait. Je dis super. Juste, on est bien d'accord que c'est le même salaire pour le manager et l'expert qui va être promu, c'est pareil. Ouais. Il dit ah non, bah c'est pas possible. Je dis bon, ok, on fait pas. Parce que sinon, en fait, tu dis à quelqu'un, t'es aussi important qu'un manager, mais par contre, ce sera 2 fois moins cher. Ouais. C'est comme si tu disais le nouvel iPhone, il est aussi bien que le précédent, mais il est 2 fois moins cher. Ouais. Bah, Bah, c'est pas entendable en fait. oui. Donc, il y a un moment, il faut aligner les budgets avec les ambitions. Ok, hyper intéressant. Et du coup, toi, quand tu as construit ton organigramme cible, tu fais quoi, par exemple bah, tu vois, parce que maintenant, du coup, il y a la réalité des personnes qui sont déjà là. Ouais.
tu fais comment pour placer les personnes? Et notamment dans le cas où finalement tu te rends compte qu'il y a gens qui restent sur le carreau et ils correspondent à aucune des cases? En fait, c'est pour ça qu'il faut le faire à partir d'une feuille Ouais, blanche, parce que justement, sinon, on essaye de mettre des ronds dans des carrés. Donc, en fait, dans ce cas-là, c'est toujours une conversation difficile, ouais, évidemment, mais qui peut bien se passer si elle est faite intelligemment. Notamment de trouver l'intérêt de la personne dans ce process, à savoir, voilà, nous, on sait qu'on veut structurer très fort, on veut beaucoup de process, beaucoup de règles. ouais. On a remarqué, et avec nos discussions, que toi, tu préférais autre chose, qui est beaucoup plus flexible, c'est plus ce qu'on peut proposer. En fait, on ne peut plus le Ouais, c'est ça. proposer, parce que sinon, c'est la boîte qui va Ouais, tomber. ouais, ouais. Donc, on peut plus le proposer. Maintenant, nous, on a un très bon souvenir de collaboration avec toi. Qu'est-ce qu'on peut faire pour t'aider? Mm. Et donc là, c'est de lui laisser le temps d'y réfléchir. Est-ce qu'on peut te faire des intros? Est-ce qu'on peut t'aider à te faire un compensation package de sortie? Est-ce qu'on peut t'aider à trouver ailleurs? Nous, on a des potes entrepreneurs. Ouais, Ou je ouais, sais pas. ouais, Donc c'est du cas par cas, mais c'est toujours prendre l'intérêt de la personne. ouais. Parce qu'en fait, si quelqu'un fait un burn-out dans une entreprise, c'est la faute du dirigeant. Moi, je leur mets une grosse responsabilité là-dessus. Et je leur dis même, si chaque personne n'a pas progressé entre le 1er janvier et le 31 décembre, c'est que vous avez échoué en tant que CEO, même si votre chiffre d'affaires il augmente. Parce que c'est une bombe à retardement. Et après, les gens, en fait, s'ils n'ont pas monté, même si le chiffre d'affaires a monté 1 an, il ne montera plus une deuxième année. Donc, il faut que chaque dirigeant ait l'intérêt de chaque personne qui est de progresser. Ok, ouais. Pour moi, c'est ça le but Ouais, du ouais, travail, ouais. c'est de progresser, et humainement notamment. Donc, un salarié qui a du mal avec le conflit, pour moi, c'est au dirigeant de l'accompagner à ça. Ok, ouais. Ouais, super, super intéressant. Et du coup, juste dans les faits, enfin, parce que après, comme tu dis, il faut passer, il faut avoir cette discussion, etc. Est-ce que toi, tu observes justement que quand on fait pas, quand on n'a pas cette discussion, après, comme tu dis, c'est une bombe à retardement ou finalement ça met un peu du sable dans l'engrenage. Mm. Enfin, comment tu, enfin voilà, est-ce que, enfin voilà, comment est-ce que je peux dire ça, mais est-ce qu'au final, est-ce qu'il faut, enfin, si on l'aborde pas, est-ce que tu vois que ça part souvent Ah, bah, ça part toujours en live, en live, oui, ouais. ça c'est sûr. Après, mais en fait, tous les sujets comme ça, on en est tous conscients. Et d'ailleurs, on en a en pro comme en Ouais. perso, hein. Mais on en est tous conscients. Après, il y a des gens qui ont des sujets personnels qui font que aborder une conversation difficile, c'est plus facile pour certains Ouais. que pour d'autres. Bon, la moyenne, c'est que globalement, c'est difficile Mm. parce que socialement, on est plus enclin à trouver le compromis qu'à aller faire éclater le sujet pour trouver une solution. Mais oui, effectivement, ça gangrène toujours et en fait, ça explose toujours au pire moment. Ouais. Moi, j'ai des dirigeants qui m'ont appelé en pleurant, me disant bah, Mathieu, les sujets qu'on a vus il y a 1 an et demi, bah, j'ai pas osé les traiter. Et bah, là, on a un problème de cash, on ne peut pas relever tout de suite. On risque de faire faillite sous 2 semaines, 3 semaines. Et j'ai toute la boîte qui s'est mise contre moi. Ou j'ai tout le monde qui s'est mis en arrêt maladie. Mm. Ok. Et on est 15, il y a 14 personnes en arrêt maladie. J'ai plus de boîte, quoi. Ouais. On fait Oui, oui, comment? oui. Donc, et le problème, c'est qu'il y en a énormément des causes d'échecs comme ça, notamment entre les associés, Ouais. parce que l'arbre pourrit toujours par le haut, hein, pas par le bas, Ouais. dans les sujets d'entreprise. Et quand ça pourrit par le haut, bah, en fait, ça fait une dégringolade et tout le monde est concerné, quoi. Ok, ouais, ouais. Mm. Donc, voilà, le conseil que j'ai toujours aux dirigeants, c'est ça peut être difficile à aborder. Moi, je peux travailler avec vous pour que ce soit facile à Ouais. faire. Il y aura toujours un effort, mais on peut le réduire. Mais si vous ne l'abordez pas, Ouais, dans c'est 6 mois, on pire. se rappelle, Ouais, ça va ouais, pas aller. ouais, Et il y a encore 1 semaine, j'ai un dirigeant qui m'a rappelé en me disant Ah, j'ai un commercial que tu m'avais pas recommandé de prendre au vu de tout ce qu'on s'était dit. Je l'ai pris quand même. Et aujourd'hui, je me rends compte que bah, voilà, il fait des trucs avec le concurrent. Il est un peu border, il est pas très motivé. Et je dis bah ouais, mais ouais, ouais, on l'avait vu. Ouais, ok. Super intéressant. Euh, Toi qui travailles aussi beaucoup avec des entreprises dont les VC ont investi, donc qui sont vraiment en forte croissance, à quel moment tu penses qu'il faut revoir son organigramme ou sa structure? Enfin, est-ce qu'il y a des choses un peu à anticiper sur ce côté-là? ouais. Bah, moi, je bosse avec des boîtes qui généralement doublent la taille de l'équipe tous les 24 mois à peu près, Ouais. de 12 à 24 mois. Donc, dans ce contexte-là, il faut revoir l'organigramme minimum 1 fois par an, voire 2 fois par an. Ok. Et qu'est-ce qu'il faut prévoir? En fait, c'est surtout ritualiser avec l'équipe dans la culture le fait que l'organigramme va évoluer, que la boîte va évoluer et qu'il y aura forcément des moments où certains vont plus s'épanouir à leur poste et qu'on Ouais. est là pour les aider à maintenir ça. Ok. Donc, c'est de se mettre de leur côté. On n'est pas là pour vous Contre ou dire enfin, ouais. Parce que c'est souvent ça. Parce que l'organigramme, globalement, si on le résume, c'est à qui on donne du pouvoir, à qui on n'en donne pas. Si on le tire à fond, prend la moelle épinière de l'organigramme, c'est ça. Donc,
comment on fait pour que les gens se disent, bah, en fait, j'ai tout intérêt à être dans ce process, c'est de leur dire, nous, on veut que vous soyez épanouis. Et on est là pour anticiper les sujets où ça va ne plus l'être. Mais à vous aussi de nous dire, dans cet entretien, tous les 6 mois, voire moins, voire tous les ans, mais le plus souvent possible, bah voilà, là, je m'ennuie, j'y crois plus, cette tâche, j'y crois pas, la vision de la boîte, je suis pas à l'aise. Et en fait, c'est ça la culture d'entreprise Ah, ok. à avoir là-dessus. Et là-dedans, les équipes vous jugeront toujours sur les faits, sur les résultats. Donc, c'est-à-dire, si quelqu'un vient vous dire, ah bah là, moi, je crois plus trop à la vision de la boîte et que vous faites que lui rabâcher plus Ouais, fort la ouais. vision de la boîte, la fois d'après, il vous en parlera plus, hein. Ouais, C'est ok. fini. Ouais, ouais, Et en ouais. plus, il le dira à tous les autres, Que à la ça pause sert à rien café. d'en parler. Ouais, tu sais, il dit ça, mais c'est de la politique, hein, Ouais, c'est du ouais, ouais. blabla, et en fait, il n'écoute pas. Donc ça, c'est hyper important, et c'est comme ça qu'on crée la culture d'entreprise. Donc, comme la confiance, ça se crée Ça, en c'est- plusieurs mois, ouais, ok. ça se détruit en quelques Ok, minutes. ouais, ouais. Super intéressant. Ben, j'aimerais qu'on aborde maintenant le sujet de la gestion des conflits, Mm. notamment entre associés. Je me souviens, la première fois que je t'ai rencontré, tu me disais moi, Nicolas, pour résumer, je suis thérapeute de couple pour associés. C'est Ça un peu m'avait ça. marqué. Bah, du coup, j'aimerais qu'on parle justement de cette relation entre associés. Est-ce que toi, tu accompagnes souvent des associés sur ce sujet-là? Est-ce que toi, tu identifies un peu des signaux d'alerte Mm. qui justement montrent, bah là, il faut retravailler un peu cette relation d'associés Ouais. parce que ça risque de partir en vrille? Bah, d'ailleurs, c'est un peu le même sujet pour les équipes à ce niveau-là, mais en termes de signaux d'alerte. Mais effectivement, les signaux d'alerte, c'est tout ce qui est mal-être au travail. Donc, c'est très large, mais c'est j'ai la boule au ventre quand je vais me lever le matin. J'ai pas envie d'aller aux réunions avec mon associé. Je préfère passer moins de temps avec lui possible, Ouais. l'éviter. Quand il est en physique, je vais en visio. Ok. C'est quand il y a un sujet difficile, je l'évite. Quand il y a des décisions stratégiques où je sais qu'on va pas être d'accord probablement, bah, je le mets sous le tapis, ou je me plie, ou je le laisse faire. Tu te désengages en fait. Ça veut dire. Ouais, il y a une forme de désengagement, Ouais. ouais, complètement, Mm. exactement, c'est ça. Et une forme de bon, allez, laisse tomber, bon, c'est pas grave. Quand on commence à avoir ce discours interne de non, mais vas-y, j'en parlerai la prochaine fois, ou non, c'est Ouais. pas grave, c'est une bonne idée après tout qu'on essaie de se convaincre, là, il y a un signal, ouais. Ok. Ouais. Donc maintenant qu'on a identifié qu'il y a enfin voilà, qu'il faut retravailler quelque chose, de discuter, c'est quoi les premières choses que tu conseilles de faire? En fait, c'est déjà, il y a le travail sur soi, d'où l'importance de se connaître. On parlait d'agent IA au début. Ouais. Moi, je l'appelle le coach que je leur donne, qui est un GPT, un chat GPT personnalisé. Il est là aussi pour ça, c'est qu'il puisse dire voilà, il n'y a personne qui m'écoute, il n'y a personne qui me juge, je parle juste à une machine, Ouais. et je vais lui déblatérer tout ce que j'ai en tête déjà. Ok, ouais. Et lui va me dire, ok, moi je comprends ça chez toi, je vois ça, je détecte ça, qu'est-ce que toi t'en penses? Et de commencer déjà à se remettre en question soi. Parce que c'est toujours difficile de dire à quelqu'un, remets-toi en question si soi-même on l'a pas fait honnêtement. Donc déjà, il y a ça. Ça fait déjà descendre la tension. Ensuite, c'est de jamais discuter à chaud autant que possible. Toujours à froid, une nuit en écart au moins, pour que ça redescende. Et ensuite, c'est d'en discuter ouvertement, de manière. Moi, c'est ce que j'utilise, c'est la communication non violente. Donc, c'est pas Nicolas, t'as fait ça et c'est nul et ton Excel, il y a plein de fautes. C'est Nicolas, j'ai observé qu'il y avait des erreurs dans le Excel. Est-ce qu'on peut en parler? Qu'est-ce qui s'est passé? Comment je peux t'aider, etc. Ou même ça engendre ça en moi. Oui, Enfin, alors ouais. c'est encore mieux. Ouais. Alors, effectivement, tu as raison, c'est un bon complément. Quand c'est des sujets émotionnels, c'est effectivement, moi, quand tu fais ça, Ouais. je me sens comme ça. Et non Ouais. pas, là, tu m'as insulté. Ouais. Ou là, tu me sors de mes gonds. Non, c'est pas ça. Ouais. C'est vraiment, en fait, la règle, c'est on n'attaque pas la personne. Et même si on veut pas le faire, en général, on le fait inconsciemment. C'est plutôt de dire, bah, en tout cas, moi, quand il se passe ça, factuel, je ressens ça, factuel. Ouais. Et en fait, on peut pas remettre en question l'émotion de quelqu'un d'autre. Oui, c'est ça. Ça, c'est impossible. Il faut pas aller sur ce terrain-là, d'ailleurs. Donc, c'est déjà d'avoir ça. Ça permet d'avoir une discussion apaisée. Et après, de mettre en place des actions. Comment je peux t'aider? Toujours dans le questionnement. Ouais. Je trouve que tu es mal organisé, donc il va falloir qu'on t'organise mieux, que moi, je te mette à quelqu'un pour t'aider, etc. Non, c'est qu'est-ce que je peux faire pour t'aider à ça? Ouais. C'est tout. Ok, ouais. Et qu'est-ce que tu conseilles quand par exemple on se comprend plus?
Ah, Tu vois, parfois, j'ai l'impression que ça se gangrène, et puis en fait, comme tu dis, en fait, on a mis sous le tapis en se disant non, je prends sur moi, je prends sur moi. ouais. Et après, il y a un moment qui arrive, en fait, où en Non, fait, t'arrives plus à éviter le sujet, tu vois. Alors, est-ce que, je sais pas, c'est voué à l'échec, enfin, dans le sens où il fallait être plus proactif avant, ou comment tu. ouais, après, oui, en fait, moi je dis toujours, c'est la confiance et la relation avec une personne, quel que soit le type de relation, c'est comme une glace. Tu sors la glace du congélo, Ouais. tu la poses sur le comptoir, elle a commencé à fondre, tu as beau la remettre autant de fois que tu veux au congélateur, elle sera toujours moins bonne. Ouais. Donc effectivement, le plus on peut anticiper, le mieux c'est. Après, c'est pas pour ça que la glace sera immangeable. Oui. Mais effectivement, il faudra retravailler, enlever une couche de la Ouais. glace, en tout cas, pour que ça marche mieux. Et c'est plus d'effort, d'ailleurs. Ouais. Donc, quand on se comprend plus, je sais pas, toi, si tu as des choses en tête de ce que c'est, on se comprend plus. Mais en général, il y a tellement eu un gouffre de non-dits Ouais. qu'en fait, on se rend plus compte et on devient surémotionnel, on surréagit. Par exemple, il y en a un qui est en retard 3 minutes sur la visio, Ouais. l'autre explose. Ouais. Et je dis, mais attends, j'ai 3 minutes de retard. Oui, mais en fait, tu es toujours 5 minutes en retard. Donc là, on est face aux investisseurs, c'est pas poli. Ouais, Ah non, mais ouais. pour moi, être à l'heure, c'est des 5 Oui, minutes. oui, oui. Ok, différence de valeur. Ouais, c'est ça. Et c'est pas. Alors après, c'est des cultures. En France, la culture, c'est t'es invité chez quelqu'un, t'arrives 10-15 minutes en Yes, retard. c'est C'est ça. la politesse. Aux États-Unis, c'est 0-0. Ouais. Moi, je suis suisse et t'arrives à -2, tu vois. -2, bah voilà. C'est parce que la montre est. C'est ça. Voilà, donc c'est des écarts de culture, mais qui sont entre les dirigeants. Donc ça, normalement, c'est des choses qu'il faut mettre à plat quand on s'associe. Ouais. On fait toujours des découvertes, mais il faut le mettre à jour. Donc là, il y a un écart à creuser. Donc pour chaque non-dit, chaque sujet, c'est de refaire la passe Ouais. et dire, ok, là, en fait, l'écart, il est sur, pour toi, c'est pas important Ouais, c'est d'être ça. à l'heure. Et de ce que. Enfin, là, ce que tu dis, j'ai l'impression que c'est souvent aussi sur des choses un peu insignifiantes. Tu vois, Oui, enfin, comme tu dis, ben, en fait, t'arrives toujours en retard, ben, en fait, enfin, tu peux, enfin, on peut peut-être se dire, bah, c'est insignifiant, il arrive juste 3 minutes en retard, oui. mais non, en fait, ça a son importance parce que cumulé, en fait, c'est Ouais. ça qui fait que. Mais c'est ça, c'est le cumul. En fait, je donne une image souvent en coaching, c'est imaginez, vous prenez le métro, il est 6 heures du mat, vous avez un vol à prendre, vous êtes mal dormi, etc. Et quelqu'un vous marche sur le pied. Voilà, c'est le métro, on est blindé, Ouais, c'est ouais. normal, on marche sur le pied. Bon, ça fait mal, tant pis. Et la personne sort, une autre personne rentre, il vous marche sur le pied. Je dis, ah purée, c'est pas possible, le monde est contre moi. On dit rien, on dit, je vais pas l'embêter, voilà. Une troisième personne rentre qui n'est pas là depuis le début, et tu lui cries dessus, voire lui met une poire. Là, l'autre personne se dit, mais vous avez quoi? Enfin, vous êtes tous des malades à Paris, qu'est-ce que vous avez? Vous êtes tous des stressés de la vie, c'est pas possible. Et en fait, ce que l'autre ne sait pas, c'est que lui, ça fait 3 fois qu'on lui marche Ouais. sur le pied, que la veille, on lui a marché 3 fois sur le pied, qu'il a mal dormi. Et en fait, c'est ça le sujet. Ouais, ouais. Donc, il y a aussi une routine pour que ça se passe bien entre associés, Mm. de se dire, ok, est-ce que là, tu es ok pour discuter? Non, je suis pas ok. J'ai pas passé une bonne journée. Ouais, Ça arrive, ouais. on en Oui, reparle c'est plus pas le tard. moment où. je Est-ce que suis toi, dans tu es le ok? stress. Moi, je suis ok. Ok, on va parler. Ouais, ok. Et c'est ça, en fait, les petites habitudes à prendre. Mais oui, plus on attend, plus ça devient lourd. Et est-ce que, du coup, tu as des routines un peu à conseiller justement, dans sa relation d'associé, Ouais. des choses à mettre en place justement qui permettent de justement créer ces petits moments? Ouais, et d'ailleurs, chez beaucoup de dirigeants, ils l'utilisent en couple après, Ouais. mais ou avec les enfants. Mais je leur dis, vous avez un devoir de vous asseoir. C'est-à-dire, ok, votre boîte, elle va à 1000 à l'heure, vos équipes, etc., blabla. Mais prenez 30 minutes, 1 heure par semaine Mm. pour parler entre associés, non pas du business, ça Ouais. vous le faites déjà très bien, mais de la relation. Ok. Et donc, c'est de dire, voilà, cette semaine, là, on est à un moment à froid, j'ai pas apprécié ça, quand tu as fait ça, j'ai ressenti ça, quand j'ai fait ça, j'ai ressenti ça, je pensais que tu n'étais pas convaincu, etc. Tous les petits trucs qui pourraient devenir des non-dits sont annulés par ce point Oh, ça, weekly pour en parler, et toujours sur un ton très ouvert, échange, ouais, débat, ouais. et avec des next steps s'il faut à la fin. Et aussi peut-être dire le positif, non? Et Ou non? évidemment, dire le Ouais. positif. Mais moi, j'aime bien cette idée de dire du positif. Mais Mais pas que, enfin, faut pas que ce soit en mode bah, bisounours, voilà, quoi. après, il y a des semaines où ça se passe Oui, bien, oui, oui. heureusement. Et donc, les rendez-vous sont plus courts. Mais c'est pas un problème. Mais il faut qu'il y ait quand même toujours cette dynamique de on parle des choses qui vont pas. Ouais. Parce qu'il y a toujours des choses qui vont pas. Ouais, Et ça ouais. peut être des trucs de moi, perso, ça va pas bien souvent. Je vais pas en parler là parce que j'ai pas envie d'en parler. Ou Ouais, je ouais. t'en parle. Mais sache-le, donc la semaine prochaine, c'est possible que je sois un peu plus irritable. Je travaille sur moi. Ouais. Mais sache. Donc, il y a ces routines-là à mettre en place. Et petit à petit, on enlève tous les non-dits. Ouais, ok. Super intéressant. Est-ce que maintenant on va parler un peu des conflits avec les salariés? Ouais. Euh,
Est-ce que, bah, déjà, est-ce que ça s'applique exactement pareil, tout ce qu'on a dit des associés pour les salariés ou non? Enfin, comment Non, pas tu vraiment, parce que parce qu'il y a quand même un lien hiérarchique, enfin, oui, voilà. même si on rêve tous de cet employé numéro 3, 1, 2 ou 3, qui travaille jusqu'à 23 Ouais, heures, qui est aussi motivé que les fondateurs alors qu'il en retrouvera aucun euro, ouais, bon, ça c'est un peu une chimère. Et d'ailleurs, c'est pas un but en soi, sinon on n'aurait qu'une nation d'entrepreneurs et je crois pas que ce serait très ouais. agréable. Donc c'est déjà de comprendre l'intérêt du salarié et le salarié, il a forcément un intérêt différent. Moi, j'ai connu un directeur commercial qui avait carrément une technique poussée à l'extrême. C'est qu'il leur disait en onboarding arrivé, bon, c'est quoi toi tes objectifs perso au-delà de l'entreprise Ouais, ou carrière? ouais, ouais, Il dit bah moi mon objectif c'est de prendre ton poste. ouais, Moi mon objectif c'est de bosser chez ton concurrent. ouais, Moi mon objectif c'est de mettre mes parents à l'abri parce qu'on a toujours eu une ouais, enfance difficile, j'ai ouais, besoin de leur acheter une maison. Il dit ok, c'est combien une maison? ouais, 500 000, ok, 500 000. Toi tu veux quoi? Une Porsche. Bon, OK. ok. Bon, c'est des commerciaux donc forcément c'est un Oui, peu plus facile, mais la logique est là. Et donc d'aligner toujours les intérêts en disant ok, bah en fait, nous on n'est pas là pour te retenir 100 ans dans la boîte. ouais, Elle mourra probablement avant toi. C'est la réalité. ouais, Nous, notre objectif, c'est que tu sois motivé. Qu'est-ce qu'il faut pour que tu sois motivé? Et de créer une relation dès le début qui soit assez fluide. Et donc ça commence par le manager ou les dirigeants qui disent, voilà, moi, mon objectif perso, c'est ça. ouais, C'est de faire une revente de l'entreprise à temps pour que je touche tant parce que je veux tant pour X raison ou pas. ouais, ouais, Et donc, je sais que j'ai besoin de toi pour le faire. Et toi, tu as besoin de moi pour avoir un job ici. Donc, qu'est-ce que je peux faire pour que ça soit agréable pour tout le monde? Ça, c'est l'idéal d'onboarding. Voilà. Bon, dans les faits, ça se passe rarement comme ça parce qu'on met rarement ça en ouais, place dès ouais, le début. Mais donc, quand c'est pas le cas, quand un conflit éclate, c'est de surtout ne pas surinterpréter. OK. Généralement, on se dit, ok, bah, il a fait ça parce que ça. Ouais, ouais, ouais. Ou c'est une diva. Non, mais en fait, il se prend pour un ingénieur star, alors que c'est pas le cas. Ou bah, je l'ai déjà augmenté l'année dernière, pourquoi il me redemande une augmentation de autant de pourcents? Oui, il me prend pour, C'est ça. ouais, ouais. Ah, mais Il il se est de fout de ma gauche. gueule. Il croit que je roule sur l'or. Il y a aussi des défiances qu'il peut y avoir de gauche ou de droite, hein, d'ailleurs, mais il y a souvent des clichés qui se créent et donc on surinterprète. Donc en fait, c'est déjà de prendre un moment, encore une fois, à froid. La logique est cette fois la même, et d'avoir de la communication non violente, pareil. En disant, bon, bah, écoute, j'ai observé ça, factuel. Mmh. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que j'ai mal fait? Il y a quand même quelque chose de très important, c'est qu'il y en a un qui doit jouer l'adulte. Dans un conflit, c'est toujours pareil, il y a un peu ce côté ah non mais lui il a fait ça et on se chamaille et lui il a fait ça et il a fait ça. Moi je dis toujours aux dirigeants, il y en a un qui va devoir faire l'adulte, à savoir dire bon, je me suis planté sur ça, Ouais, ça j'aurais pu mieux faire, même si c'est un détail, ouais, ça crée chez l'autre un désamorçage en disant ok, si le boss se remet en question et dit bah, je suis désolé d'avoir fait ça, je pense que c'était pas la bonne manière de l'approcher, peu importe ce que c'est, ça crée quand même une culture d'entreprise qui est bon, tout le monde peut se remettre en question. Si le boss se remet en question, ouais, je le remets en ouais, question. Et donc déjà là, ça annule un peu le conflit violent. Et après, c'est d'aligner les intérêts. Encore une fois, on a besoin de toi pour ça. Voilà. Après, il y a plein d'éléments et j'avais fait un post LinkedIn là-dessus où justement, il y a toujours plusieurs grandes étapes dans les enjeux avec les personnes. Il y a déjà, premier point, c'est est-ce que la personne va bien, ouais. pro-perso. Elle n'est pas obligée de parler de ce qui va mal, évidemment, Ouais, ouais. mais si Bah, c'est c'est sûr que, je perso, sais pas, tu as vécu un deuil, dans ta famille, ça tu l'as t'affecte pas dans ton dit, voilà, c'est voilà, ça. problème de santé, il peut y Ouais. avoir plein de choses, la vie est semée d'embûches. Donc déjà, c'est est-ce que la personne va bien? Ensuite, c'est est-ce que la personne, elle croit toujours en ses tâches? Est-ce Mmh. qu'elle pense que c'est pertinent? Est-ce qu'elle croit en la vision de la boîte? Ensuite, c'est est-ce que elle est motivée à ces tâches-là? Est-ce qu'elle est compétente? Est-ce que ça a Ouais. peut-être bougé et on n'a pas vu? Ou elle nous a pas dit qu'on lui a donné une tâche en plus qui lui prend un temps fou et qu'elle l'a compensé parce qu'elle travaille très vite? Ouais. Et dernier point, c'est est-ce qu'elle a confiance en moi, manager? Mmh. Donc, on fait ce process crescendo avec des questions à chaque fois. Et une fois qu'on a fait ce process-là, on peut se dire, OK, le sujet à traiter, il est à 1, 2, 3 ou 4. Et là, on peut traiter le vrai sujet. Parce qu'il OK. y a toujours une part de défiance de la part des salariés, de dire, bon, bah, c'est le boss, il peut me licencier, Ouais. puis on peut rentrer dans un conflit, etc. Il ne faut pas que je lui dise tout. On peut, mais ça va être très compliqué de résoudre le conflit. Donc, c'est de le faire point par point. Et moi, des fois, j'ai des managers qui me rappellent, me disent, mais Mathieu, j'ai fait le 1, le 2, le 3 et le 4, et bah, tout va bien. Je dis, bah, on t'a menti quelque part. Ouais, C'est pas ouais, possible. ouais. François, il y a quelque part où on t'a pas dit qu'il y avait quelque chose. Donc, il faut recommencer Faut recommencer. et être plus peut-être dans de l'empathie, Ouais. rassurer plus la personne. Je me souviens, j'avais une situation justement avec un client Ouais. et que tu m'avais partagé ce framework. Et du coup, je me souviens, j'étais allé en call avec ce client et je me disais, ah, enfin, justement, je suis pas parti sur une idée préconçue en me disant,
voilà, son problème, c'est ça. Je pense que c'est ça, mais au final, non, faisons cette checklist et puis regardons vraiment point par point qu'est-ce qui est Ouais. intéressant. Maintenant, la question que j'aimerais te poser, c'est du coup, on part sur du coup, tu dois vraiment individualiser ton management à chaque salarié. Ah oui. Ouais. Conflit, c'est one-one, Ouais. toujours. Il n'y a jamais de résolution de conflit en groupe. Il n'y a jamais de feedback en groupe, Ouais. sauf si c'est au groupe et que c'est positif, Ouais, ouais. mais toujours en one-one. Et effectivement, tu as raison, il faut partir du fait qu'on ne sait pas. Parce que si tu prends deux associés, moi j'ai un VC une fois qui m'a dit voilà, les deux associés ça va éclater, il faut que tu. Je vais envoyer. Il me dit c'est lui le problème. Ouais. Je dis bah écoute, c'est toi qui le dis, mais je vais faire mon Ouais, enquête. ouais. J'en parle avec un, il me dit oui, mais lui, c'est un grand fou, un grand malade, il a fait ça, ça, ça et ça. Puis en plus, il va nous voler, etc. Je dis bah, sur quelle base? Il dit, tu dis ça? Je dis non, mais je sais pas, je le sens. Je dis mais tu le sens où? Je dis là ou là? Et donc, en creusant, en fait, tu as une version des faits, tu vas voir l'autre associé, tu as une autre version des faits. C'est pareil avec les salariés. La vérité, c'est qu'il n'y a jamais un conflit où il y a 100% un fautif, 0% l'autre est fautif. Toujours un peu de partagé. Et d'ailleurs, c'est celui qui est le premier à dire bah, moi j'ai 1% de tort ou j'ai ce pourcent de tort qui commence à ouvrir la relation. Ouais. Mais toujours trianguler l'info. Et moi j'ai des conflits d'associés ou même des conflits de salariés où je leur ai dit bon, bah, quand tu lui as dit ce que tu viens de me dire, qu'est-ce qu'il t'a dit? Il me dit ah non, mais j'en ai jamais parlé. Ah, mais attends, ça fait 2 ans que vous êtes associés, tu me dis ça fait 2 ans que t'en peux plus, vous en avez jamais parlé? Je dis non, mais j'ai pas osé. Et là, c'est un sujet coaching. Avant, il faut coacher le fondateur, la personne, Ouais, à oser aborder ouais, ces c'est sujets. ça. Et quand tu creuses, c'est mon père était violent, ma mère était très directe ou très froide. On parlait jamais de ces sujets en famille. Voilà. C'est là les sujets à traiter. À traiter, ouais. Super intéressant. Merci pour ces insights. Avec plaisir. Tu as fait une étude aussi sur les traits de caractère des meilleurs CEO. Ouais, Tu as fait, il me semble, en collaboration avec des VC. ouais, Et exactement. tu as travaillé là-dessus pendant 3 ans. Je trouve ça hyper intéressant, justement, que vous avez creusé vraiment voilà, parmi enfin, des centaines d'entreprises, Mm. justement, analyser les profils de personnalité des CEO, notamment ceux qui cartonnent. Est-ce que tu peux rapidement peut-être nous dire les traits de caractère qui Ouais. sont ressortis? Tu veux que je te donne les plusieurs profils qui existent et un peu leur répartition Voilà, Ouais. exactement. Juste, bah voilà, j'avais noté, tu as l'ambition, Ouais. la pensée visionnaire. Alors effectivement, il y a ce côté ambition, il y a de toujours repousser plus loin l'objectif. Donc c'est Ouais. j'y suis, je repousse plus loin et en fait c'est infini. Ouais. C'est ça un peu ce côté d'ambition. Il y a effectivement cette pensée visionnaire à avoir une vision différenciante d'un sujet quasi naturellement en fait, qui en fait est un trait de caractère, un mode de fonctionnement. Il y a effectivement la résilience, de toujours pousser plus loin. Et il y a aussi, au bout d'un moment, pour les résumer, toute la partie structure qui commence à arriver, qui est en fait comment on cadre, comment on met du process, comment je m'épanouis à mettre du process, parce qu'en fait c'est ça le vrai sujet. C'est pas tant, on est tous capables de prendre un process sur Notion et voilà, le process c'est ça, suis-le. Ce serait très facile si c'était ça. La réalité c'est qu'il y en a qui aiment bien improviser, adapter, jongler naturellement sans avoir à se référer à un process, une règle, une doc, exactement. Donc il y a aussi le plaisir à le faire. Ok. Dans un des traits de caractère, justement, il y avait mentionné toute la partie exécution, où tu disais, bah voilà, les CEO qui cartonnent, bah, ils exécutent vite. Et tu disais aussi, et en même temps, c'est contradictoire avec un autre trait de caractère qui est l'ambition. Ouais. Parce que bah, l'ambition, c'est souvent, tu réfléchis, tu es un peu plus dans les idées. Du coup, pour toi, comment est-ce qu'on peut trouver un équilibre justement entre l'ambition et l'exécution? Enfin, ouais, moi, je serais curieux de savoir. En fait, pourquoi? Parce que en termes de personnalité, l'ambition, c'est le fait de toujours se projeter plus loin et de regarder plus loin. L'exécution, c'est l'inverse, c'est-à-dire peu importe le plus loin, peu importe le derrière, qu'est-ce que je fais tout de suite maintenant? Donc forcément, on ne peut pas penser au futur et au présent en même temps, et ni dans la même proportion. Chacun va préférer un petit peu plus l'un ou l'autre. Donc effectivement, travailler les deux, c'est difficile. Et moi, je repars toujours du business. Donc c'est-à-dire, je suis une boîte qui vient de lever un seed, 1 million d'euros. Est-ce que j'ai besoin de penser à la vision dans 10 ans où j'aurai 400 employés, 3 filiales et on sera les rois du monde? Non, c'est pas très utile. Et d'ailleurs, nous, 80% des dirigeants en early stage, ils ont plutôt tendance à être sur qu'est-ce que je fais tout de suite et on verra plus tard. Mais il y a un moment donné où la boîte grandit et là, une question qui se pose, c'est bon, bah voilà, on est arrivé à 50 personnes. Bah déjà, il faut structurer. Et puis, qu'est-ce qu'on fait après? Parce qu'on a lancé un premier produit.
C'est quoi le suivant? Les équipes savent pas vers où on va. Quelle est notre vision des choses à long terme? Ouais. Si tu es passionné par l'exécution, ce qui sont le cas de ces profils-là, bon, ça t'amuse pas de temps de le réfléchir. Donc là arrive le recrutement d'un DG, souvent, ou alors des fondateurs qui disent bah, en fait, moi j'ai envie de passer sur une autre aventure. Des fondateurs qui disent bah, moi en fait, ce qui me fait kiffer, c'est de lancer de nouveaux produits. Ouais. Bon, bah, on va pas t'embêter à structurer la boîte dans ce cas-là. C'est ta Tu boîte. restes dans l'équipe produit et tu Voilà. t'embauches un DG. Tu es un manager volant, tu passes d'équipe en équipe, tu supervises tes propres projets. C'est d'ailleurs ce qui avait été proposé à Steve Jobs à l'époque, quand la boîte a commencé à grandir et que il se plaisait pas à structurer. C'est comme ça qu'est né le Macintosh d'ailleurs. Ouais. Donc il y a plusieurs choses à adapter, mais généralement, moi ce que je leur recommande, c'est là où vous vous plaisez, c'est là où il faut creuser, quoi. Ouais, Parce ok. que essayer de compenser à se dire tiens, je vais développer de la vision pour être à peu près moyen partout. Ouais. Je pense qu'Elon Musk, il n'est pas très bon à beaucoup de choses. Steve Jobs n'était pas bon à beaucoup de choses. La réalité, quand on a fait l'étude avec les 3000 dirigeants sur des très belles startups, c'était d'ailleurs une belle piqûre d'humilité, c'est des dirigeants que tu crois rois du monde, qui savent tout faire et qui disent bah, en fait, voilà, sur ça j'étais nul, j'aimais pas le faire, je l'ai délégué le plus vite possible. D'autres qui ont dit bah, en fait, je l'ai pas délégué, j'en ai énormément souffert, j'ai fait 2 burn-out et j'aurais dû le faire avant. Ouais. Mais la fierté, l'ego, cette vision qu'on donne aussi de la startup en disant bah, c'est un CEO du début à la fin. Ouais. Pour moi, non. Ouais. Moi, l'essentiel, c'est que la boîte grossisse et que les gens soient heureux dedans. Donc, il y a aussi ça à travailler. Et c'est hyper intéressant ce que tu dis parce que justement, moi, quand j'ai lu l'étude, la question que j'allais te poser, c'est bah, qu'est-ce qu'on fait si on n'a pas les traits de caractère qui sont ressortis, Ouais. tu vois? Ouais, c'est pour ça l'étude à 4 ans et c'est pour ça que je mets dedans qu'il faut la mettre à jour et j'ai pas le temps de le faire. Mais effectivement, tu es obligé à un moment donné de faire cette transition-là. Moi, je les accompagne souvent à la demande des fonds qui me disent voilà, ici, on voit que le CEO il peine. Mais souvent, ils l'ont pas encore. Alors, ils l'ont conscientisé inconsciemment, pas consciemment. Ils se rendent bien compte que ça leur plaît plus trop. Mais il y a cette posture à prendre qui, pour eux, est un aveu d'échec alors que ça l'est pas. De dire, mais en fait, moi, j'ai pas envie de faire ça. Et voilà. En fait, beaucoup trop de dirigeants me disent voilà, j'ai créé une boîte pour être libre et je me suis emprisonné dedans. Ah, ok, ouais. Bah oui, mais vous êtes emprisonné tout seul. Tout seul, ouais. On vous a pas demandé de structurer la boîte, on vous a pas interdit de recruter un DG, vous n'avez pas une épée de Damoclès sur la tête qui vous oblige à faire ci ou ça. Donc souvent, je leur dis c'est quoi ta fiche de poste de CEO? Ils me disent bah j'ai pas de fiche de poste. Je dis, bah ouais, c'est tout le problème. Tout le monde en a une sauf toi. Donc bah, on va en faire une. Et il dit ouais, mais bah c'est évident ce que je dois faire, lever des fonds, ça, si ça. Je dis non, ça c'est le cliché. Boucher les trous, combler, etc. Non, ça y est Nicolas pour justement structurer et qu'il y ait du process et que ce soit fait. Mais non, c'est qu'est-ce qui te fait rêver? Je dis, ah non mais Mathieu, si on rentre là-dessus, je sais pas du tout ce que je fais aujourd'hui. Ah bah génial. Là on rentre sur le vrai sujet. Ah, super intéressant. Dans l'étude aussi, à la fin, tu mentionnes justement, il me semble que c'est à la fin, qu'il y a deux types de CEO. Il y a les CEO un peu early stage qui vont plus avoir un profil de créer le produit qui répond aux besoins, etc. Et après, on a plutôt des CEO justement company builder, comme tu disais, qui sont des chefs d'orchestre justement qui vont structurer l'entreprise, créer les process, diffuser la culture, etc. Comment est-ce qu'on gère justement cette transition, tu vois, entre les deux? Tu vois, si typiquement bah, on est un profil plutôt product builder et en fait on se rend compte qu'on est à la fin d'un cycle, comment est-ce qu'on... Bah c'est là qu'on voit les vrais leaders et les vrais entrepreneurs. C'est dans cette phase-là. Parce qu'en fait, ça nécessite de faire un pas de côté et d'humilité et d'être capable de dire là, je suis limité et si je reste là et que je force, c'est la boîte que je vais limiter et donc les gens en dessous qui sont sous ma responsabilité. D'où le fait que je leur dis si quelqu'un fait un burn-out, c'est de ta faute. Il y a plein de raisons autres qui peuvent faire un burn-out, mais globalement, c'est toi qui dois maintenir la réussite des gens et donc, in fine, de l'entreprise. Donc là, le vrai leader, c'est celui qui est capable de dire là, je sais plus, je sais pas, j'ai besoin d'aide. Donc il y a des personnes qui font ça, justement, comme moi, pour les aider à trouver une solution qui est toujours personnalisée. Mais généralement, c'est de repartir de ce qu'eux ont envie de faire, croiser à ce que la boîte a besoin. On va pas créer un poste pour maintenir le CEO et le mettre quelque part. C'est pas possible. Donc, c'est est-ce qu'il devient chairman? C'est est-ce que on pense que voilà, le CEO se dit moi je suis très bon à lancer des produits, je suis très bon en go-to-market. J'ai une boîte où on a fait ça, très bon en go-to-market, adore lancer des nouveaux produits, adore l'innovation, déteste structurer, manager, processiser. Je dis bah voilà, on prend un DG, il va structurer tout ça. Toi, tu n'as plus besoin de le faire, lance tes nouveaux produits. Bah, en 2 ans, ils ont lancé 3 nouveaux produits. Ça leur a permis d'atteindre la rentabilité.
lui et son associé, qui était du coup CEO et COO, se sont lâchés de tout ce poids. Et le DG, lui, était très content de pouvoir structurer sans avoir dans les pattes des dirigeants qui disent non, non, mais en fait, moi, je faisais comme ça avant. Je dis oui, mais ça, c'était avant. Donc, il y a aussi ça. Ouais. Moi, j'ai une boîte où ils ont recruté 2 DG. Au bout de quelques semaines, ils sont partis d'eux-mêmes parce que c'était impossible. Les fondateurs étaient trop dedans, ils micromanageaient le DG. Ah ouais, ok. Bon, 2 échecs de recrutement comme ça, c'est 260 000 euros quand même de frais Ouais. pour au final, 6 mois plus tard, se dire bon, on recommence. Partir de zéro, quoi. Ouais. Donc le premier travail, il est sur le fondateur, enfin sur le dirigeant lui-même. Ok. Bah, merci pour justement tous ces sujets qu'on a abordés. On va passer aux questions un peu de la fin. Ok. C'est quoi Est-ce que tu as un livre que tu conseilles justement sur ces sujets-là ou un contenu? Ouais, moi, alors il y a mon contenu LinkedIn Ouais. où je donne des fiches pratiques sur tous les sujets, comment refuser une augmentation si on peut pas, etc. Ouais, pour dire, c'est très, très concret. Ouais, Enfin, voilà, le allez plus concret voir, possible. Merci. ouais. Et puis après, c'est plus sur les bouquins. Alors évidemment, il y a tous les bouquins de développement personnel. Ouais. Je pense que les dirigeants en ont une tonne. Et en fait, ce qui fait la valeur d'un bouquin, c'est son application. Moi, le livre qui, pour moi, résume parfaitement la vie au-delà de l'entreprise, c'est le livre de Robert Greene, Les lois de la nature humaine. Ok. C'est un bouquin comme ça, par contre. Ok. Faut s'accrocher, pas parce que c'est dur à lire, mais parce que c'est cynique. Ok. Dans le sens où c'est une description très factuelle de l'humain basée sur de l'histoire. Robert Greene, c'est un historien Ok. qui a regardé 400 ans d'histoire pour justement voir s'il y a des traits de personnalité qui émergent des grands profils comme Napoléon, Thatcher ou d'autres, Ok. pour pouvoir en dire, voilà, si on veut réussir dans la vie, il faut mettre ça en place. Donc il a plusieurs bouquins dans toujours cette dynamique-là, mais les lois de la nature humaine, c'est vraiment dire, à telle situation, telle solution, ou telles options, ou telle analyse. Par exemple, des choses très basiques, mais qui sont bien illustrées dans son bouquin, qui est le fait que chacun est naturellement autocentré. Ok. Et d'ailleurs, il disait, si quelqu'un vous dit, moi je suis pas autocentré, quand vous lui dites ça, c'est la preuve même qu'il est autocentré, puisqu'il l'a pris pour lui, alors qu'on parlait pas de lui. Et donc, il a plein de méthodos comme ça, qui sont des sujets utiles pour du management quotidien, mais aussi des sujets utiles pour négocier des deals avec des fonds d'investissement ou avec des clients, des prestataires, mais aussi comprendre en fait ce qui se passe, interne et externe. Ok. Donc voilà, c'est pour moi, super intéressant. Si on s'accroche, c'est le livre. Le livre. Toi, qu'est-ce qui te permet de recharger tes batteries? Moi, ce qui me permet de recharger les batteries, c'est les vraies semaines de vacances, où j'essaye pas de les rendre productives, pas de les optimiser ou de me dire je vais visiter un max de choses, vraiment de faire au gré du vent. Et le sport, parce que courir, s'aérer, c'est autant scientifique que aérer le cerveau permet de réoxygéner et fait du bien, que physique dépenser quelque chose. Donc sport et des vraies vacances. Trop bien. Est-ce que toi, tu as une boîte ou une organisation que tu aimerais voir de l'intérieur en disant j'aimerais bien voir comment ils sont organisés, comment ils gèrent leurs équipes? Ouais, c'est Apple. Apple. Parce que pour le coup, bon, déjà j'adore les produits Apple, mais au-delà de ça, ce qui est intéressant dans Apple, c'est qu'il y a, pour le coup, il y a une prédominance de la vision. On voit dans tous leurs produits qu'en fait, ils nous habituent à des usages, à des méthodes, des manières de faire qui, au début, nous énervent et qui, un jour, apparaissent comme évidentes quand ils publient le reste de la roadmap produit. En fait, leur roadmap produit, pour moi, c'est pas des roadmap produits, c'est une roadmap boîte, en fait, avec plein de produits qui s'imbriquent dedans. Un exemple plus concret, c'est ils sont en train de passer à une nouvelle version de iOS sur l'iPhone et tout est très transparent. Oui. Et tout le monde dit, mais c'est illisible, on ne voit rien, etc. C'est pourquoi ils ont fait ça. En plus, ça a coûté une fortune. Et selon moi, la vision de ça, c'est que comme ils font le casque Vision Pro et que ce Vision Pro va un jour devenir Vision tout court, donc sans le Pro, pour monsieur tout le monde, peut-être dans des lunettes ou autre, c'est beaucoup plus agréable de vivre dans un monde numérique où la frontière entre le numérique et le physique n'existe plus. Et donc pour ça, qu'est-ce qui est le plus logique? C'est la transparence. Et donc une vitre, on est tous habitués à une vitre, on sait qu'une vitre derrière, il y a un petit flou dans l'angle, donc on sait que c'est ça. Et dès aujourd'hui, peut-être 5 ans avant, ils nous préparent. Donc je me demande comment on fait ça en termes de boîte, comment on fait ça en termes d'organisation, pour animer tout ça. Tout ça avec une culture du secret maladive, où les équipes ne savent pas ce que font les autres et qu'il y en a un qui travaille juste sur le capteur et l'autre juste sur le bouton et qui ne savent pas que ça va faire l'iPhone.
Je sais pas comment, mais c'est impressionnant. Ok. Super. Bah, merci beaucoup Mathieu pour cet échange. C'était super intéressant. Merci à toi, Nicolas. Dernière question, où est-ce qu'on peut te suivre ton actualité, tes contenus? Tout est sur LinkedIn. Ok. Je poste au moins 3 fois par semaine. Génial. Bon, bah super. Bah, merci Mathieu. Merci Et à toi, puis, Nicolas. à bientôt. Ciao. À bientôt.